Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du type responsable de la décoration de la plupart des salles de physique-chimie. Non, pas Stéphane Plaza. Je vous parle de celui qui a créé un tableau révolutionnaire. Non, pas Patrick Excel. Aujourd'hui, je vais vous parler du monsieur qui a créé le tableau périodique des éléments. Et vous allez voir que ce truc-là, c'est un truc de malade. Allez, générique. Dmitri Ivanovitch Mendeleïev naît à Verkhny Aremziani, un petit village au sud de la Sibérie, le 8 février 1834. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 189 ans ne peuvent pas connaître. Dmitri grandit dans une très grande famille. Et quand je vous parle d'une très grande famille, on compte pas moins de 17 enfants. Le nombre exact est toujours en discussion, mais comme ça vous avez un ordre de grandeur. Ivan Pavlovitch Mendeleïev, le père de famille, est professeur dans une école locale, et Maria Dmitrievna est issue d'une famille de marchands de verre. Elle passera d'ailleurs une grande partie de son enfance entourée de livres en tout genre. Entre un père instituteur et une mère férue de livres, l'éducation était au centre de la famille Mendeleïev. Peu après la naissance de Dmitri, Ivan perdit la vue des suites d'une cataracte. Il dut démissionner de l'école où il travaillait. La maigre pension donnée par le gouvernement ne permettant pas à la famille Mendeleïev de vivre correctement, Maria dut reprendre l'entreprise familiale. Dmitri aimait beaucoup accompagner sa mère dans son entreprise de verrier. Il s'émerveillait de la façon dont le sable pouvait fondre et se transformer en des verres translucides et multicolores. Sa mère l'encourageait à toujours en savoir plus et à être curieux de tout. Il entra dans l'école de Tobolsk à 7 ans, où il s'intéressa particulièrement à la science et aux mathématiques. Malheureusement, en 1847, la famille Mendeleïev connut une terrible tragédie. Le père de Dmitri mourut des suites d'une maladie. Bon, c'est terrible. Mais on peut se dire que grâce au travail de Maria, ils vont réussir à surmonter le drame et vont s'en sortir. Non ? Un an plus tard, en 1848, l'entreprise de Maria prit feu. Tout fut totalement détruit. Avec encore 2 enfants à charge, tous les autres étaient déjà partis du foyer familial, Maria essaya de trouver toutes les solutions possibles pour que ses 2 enfants puissent continuer leurs études. Elle se rendit notamment compte que Dmitri aimait beaucoup les sciences et voulut l'inscrire à l'université de Moscou, l'une des plus prestigieuses du pays. Après 4 semaines de voyage, Maria arriva donc avec ses 2 enfants à Moscou, où Dmitri vit sa candidature refusée. La raison était qu'il n'avait pas été dans une école prestigieuse. Maria n'en démordit pas. Les Mendeleïev se rendirent donc à l'université impériale de Saint-Pétersbourg. Une nouvelle semaine de trajet, et cette fois-ci, Dmitri put s'inscrire à l'université. Yes, enfin, sa vie va pouvoir commencer. Non ? Probablement harassée par les tragédies subies et par tous ses voyages, Maria attrapa la tuberculose et mourut en 1850. La sœur de Dmitri, qui les avait accompagnés pendant tout le trajet, mourut aussi de la tuberculose quelques mois après sa mère. Dmitri attrapa aussi la tuberculose, mais contrairement aux prédictions funestes du docteur, il survécut. La vache, sacré début de vie. Dmitri fut pas du tout épargné pendant toute son enfance, parce que je vous rappelle que là où on est dans l'histoire, il a que 16 ans. Une fois entré à l'université, Dmitri obtint son diplôme de fin d'études en 1857. C'est là que le petit Dmitri devint un grand. Entre 1860 et 1870, Dmitri marqua durablement la chimie de Saint-Pétersbourg. Il gagne en 1861 le prix Demidov pour ses travaux sur la capillarité des liquides, il devient professeur en 1864 dans 2 universités de la ville et devient docteur en sciences en 1865 pour sa thèse sur les combinaisons de l'eau et de l'alcool. L'influence de Dmitri Mendeleïev est telle que Saint-Pétersbourg devient un des centres majeurs de la chimie dans les années 70. Et c'est là, en seulement une dizaine d'années, que Dmitri Mendeleïev va créer son plus grand chef-d'œuvre, le tableau périodique des éléments. Bon, attaquons-nous au vif du sujet, le fameux tableau périodique des éléments. Ce tableau est fabuleux, révolutionnaire, extraordinaire, inouï, fantastique. Je savais pas quel mot choisir alors je les ai tous pris. Mais pour bien comprendre ce en quoi il est si incroyable, il faut comprendre comment il a été construit. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les philosophes et les alchimistes avaient découvert une quinzaine d'éléments. Pour qu'on soit bien d'accord, je parle d'éléments mais il s'agit plutôt de substances de base. On n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un élément. On savait même pas que les atomes existaient. Puis en 1789, 2 Français font une petite révolution. Antoine et Marianne Lavoisier proposent leur traité élémentaire de chimie. Ce livre, considéré comme étant la Bible de la chimie, répertorie toutes ces substances. Le carbone, le soufre, le fer, le cuivre, l'argent, l'étain, l'or, le mercure, le plomb, le zinc, l'arsenic, l'antimoine et le bismuth. Puis ils en ajoutent quelques autres, comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène ou le phosphore. Ces substances simples, comme les appelaient les Lavoisier, étaient classées en 2 catégories. Les métaux d'un côté et les non-métaux de l'autre. Mais bon, niveau classement, on s'arrête là. Et puis arriva Dalton. Tagada, tagada. John Dalton est un chimiste anglais qui étudie les atomes. Ses recherches l'amenèrent à proposer dans sa fameuse théorie atomiste que le plus léger des éléments, l'hydrogène, a une masse de 1. Et la masse de tous les autres éléments sera mesurée en comparaison à l'hydrogène. Par exemple, le carbone qui pèse 12 fois comme l'hydrogène aura une masse de 12. Les scientifiques s'amusent donc à calculer la masse de chacun des éléments connus, et un classement massique commence à apparaître, mais rien de bien fou. Citons quand même Dobereiner. Au début des années 1830, le chimiste Johann Wolfgang Dobereiner se rend compte que certains éléments ayant les mêmes propriétés peuvent être liés par groupe de 3.
qu'il appelle des triades. Enfin, grosso modo, son classement s'arrête là. Les années qui suivent, des dizaines de chimistes proposent des classements plus ou moins originaux. On peut citer par exemple l'hélice tellurique de Champ-Courtois ou le classement en octave de Newland. Dites-vous que ça partait tellement loin que le président de la Chemical Society posa son veto. Dorénavant, les éléments seront classés soit par masse, soit par ordre alphabétique. C'est là qu'arrive Mendeleïev. Bon, faisons un petit récapitulatif de ce qu'il savait à l'époque. Premier point, on connaît 63 éléments et certaines de leurs propriétés. Deuxième point, on pose la masse de l'hydrogène à 1 et toutes les autres masses seront mesurées par rapport à l'hydrogène. Et c'est tout. Là, Dmitri Mendeleïev remonte ses manches et se met au travail. Il commence par classer les éléments par ordre massique. D'abord l'hydrogène, le lithium, le beryllium, etc. Puis il regroupe les éléments ayant les mêmes propriétés. Là, il se dit que les classer simplement en ligne, ça suffira pas. Et heureusement parce que ça rentrait pas trop dans le cadre de ma vidéo. Il décide donc de réorganiser son classement. Il classe les éléments par ordre massique en colonne et par ordre de propriété en ligne. Il se rendit alors compte que tout s'organisait vraiment bien. Je vous dis, il se rend compte comme si c'était par hasard. Mais rien n'était dû au hasard. Je vous rappelle que Mendeleïev a bossé dessus pendant 10 ans. Là, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des trous dans ce classement. Mendeleïev avait réalisé son classement selon les masses atomiques et les propriétés. L'arsenic, par exemple, ne pouvait pas être monté de 2 cases, car il avait les mêmes propriétés que le phosphore. Mais ce génie de Mendeleïev ne se démonta pas. S'il y avait des trous dans son classement, ce n'est pas parce qu'il avait fait une erreur. C'est simplement parce que, selon Mendeleïev, il y avait des éléments qui n'avaient pas encore été découverts. Non mais attendez 2 secondes, vous vous rendez compte? Le type propose un classement avec des trous et il vous justifie les trous en disant « Ah, les éléments, on les a pas encore découverts ». Et il aura raison. Mais le pire, c'est que l'audace de Mendeleïev ne s'arrête pas là. Vous voyez ces trous dans mon classement? On n'a pas encore découvert les éléments, mais grâce à mon tableau, je peux vous donner sa masse approximative et ses propriétés. Non mais vous vous rendez compte du truc de malade? Mendeleïev nous dit que grâce aux trous dans son classement, il peut prédire les propriétés des futurs éléments qui n'ont même pas encore été découverts. Et il aura encore raison. Par exemple, entre le zinc et l'arsenic, il ne savait pas quel était le nom des 2 éléments manquants, mais il a pu prédire leur masse et leurs propriétés. On découvrit d'ailleurs le gallium 6 ans après son classement et le germanium 2 ans plus tard. Et bien évidemment, ces 2 éléments rentraient parfaitement dans son tableau. Il continua ensuite petit à petit à faire évoluer son tableau périodique et en 1871, le tableau obtint la forme qu'on lui connaît maintenant. Les éléments sont classés par ordre massique en ligne et sont regroupés par propriétés similaires en colonne. Petite parenthèse, on appelle ça un tableau périodique parce que les mêmes propriétés des éléments reviennent de manière périodique. Bon là, on pourrait se dire que le tableau périodique de Mendeleïev fut reconnu par tous et qu'il reçut même le prix Nobel. Alors non. Non déjà parce que le prix Nobel fit son apparition en 1901, soit 30 ans plus tard, mais aussi parce que ce tableau posait quand même quelques problèmes. Déjà, autant vous dire que les fameux trous dans le tableau ne jouaient pas en sa faveur. Mais il faut savoir que même la paternité du tableau était contestée. Lothar Meyer notamment avait aussi créé un classement des éléments par ordre massique qui ressemblait quand même beaucoup à celui de Mendeleïev. La différence principale étant dans les fameux trous du tableau périodique de notre chimiste russe. Et cette différence fit toute la différence. Comme je vous le disais précédemment, la découverte quelques années plus tard de nouveaux éléments qui rentraient parfaitement dans le tableau du chimiste russe assit l'autorité de Mendeleïev. Ces éléments rentraient non seulement parce que leur masse correspondait, mais aussi parce que les propriétés étaient parfaitement celles prédites par Mendeleïev. Bref, Mendeleïev avait raison depuis le début. En 1890, le tableau périodique des éléments de Mendeleïev fut reconnu comme un monument majeur de la chimie mondiale. Il continua ensuite à faire évoluer un peu son tableau périodique, ajoutant notamment de tout nouveaux gaz, les gaz nobles. Le tableau périodique obtint petit à petit sa forme finale, allant de découverte de nouvel élément en découverte de nouvel élément. Le tableau périodique des éléments de Dmitri Mendeleïev fut de loin sa plus grande découverte scientifique. Le reste fut un peu plus approximatif. Il étudia l'éther, le fluide supposé porter les planètes et les étoiles dans le cosmos. Il proposa que l'éther était composé de 2 éléments plus légers que l'hydrogène. On sait maintenant que l'éther tel que défini à l'époque n'existe pas. Tous les astres dans le cosmos baignent dans le vide. Il étudia aussi le pétrole et conclut que ce liquide était créé par la Terre elle-même et non pas par la dégradation d'animaux et de plantes. Là aussi, il se planta. Bref, tout génie qu'il était, Mendeleïev n'eut pas raison sur tout. Puis, 6 jours après son 73e anniversaire, Dmitri Ivanovitch Mendeleïev décéda des suites d'une grippe à Saint-Pétersbourg. Bon, que retenir de ce chimiste? Malgré un début de vie très difficile, oui, on peut considérer que orphelin à 16 ans c'est quand même un début de vie très difficile, Dmitri Mendeleïev imposa sa verve et son génie au monde entier au travers de son tableau périodique. Ce monument de la science permit de découvrir de très nombreux éléments et d'ainsi mieux comprendre la composition du monde. Rien que ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo d'histoire de chimiste vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. C'était Antoine de Chimical, à bientôt.